Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 89 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Angie Buono pour le dernier épisode d'une série de capsules autour du rôle du psychologue du travail. Vous avez déjà rencontré Angie dans l'épisode 80 pour parler de sa reconversion comme psychologue du travail. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à commencer par là. Et donc Angie revient une dernière fois et au fil des 3 épisodes capsules que nous avons enregistrés ensemble, nous avons plongé au cœur du bien-être au travail. Nous avons parlé dans l'épisode 85 de quand et pourquoi consulter un psychologue du travail ou un médecin du travail, puis dans l'épisode 87 de comment identifier et gérer le malaise au travail. Et donc aujourd'hui, nous entamons le dernier épisode déjà sur le thème de mieux vivre au travail avec des conseils et des ressources. Donc pour ce dernier épisode, nous abordons un sujet essentiel, comment mieux vivre au travail et préserver sa santé mentale. Quand et pourquoi consulter un médecin ou un psychologue du travail? Comment identifier les signes qui doivent alerter? Quels conseils pratiques appliquer pour retrouver équilibre et sérénité au travail? Donc, Angie nous rappelle une chose essentielle, ne pas rester seul avec sa souffrance. Trop souvent, par peur du jugement ou par culpabilité, nous minimisons notre mal-être. Pourtant, le stress chronique peut avoir des conséquences graves sur notre santé physique et mentale. Dans cet échange, nous évoquons également des ressources précieuses, notamment des outils pour analyser son environnement de travail et mieux comprendre les leviers d'amélioration à la fois individuels et organisationnels. Donc c'est un épisode concret et inspirant pour toute personne souhaitant reprendre en main son bien-être professionnel. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Angie. Bonjour Catherine. Alors Angie, on est parti pour une troisième et dernière capsule autour de psychologue du travail, enfin du rôle du médecin du travail et du psychologue du travail. Et aujourd'hui, le thème, c'est, en fait, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent repartent avec des conseils pratiques et des ressources autour du mieux vivre au travail. Voilà, voilà le concept de cette capsule. Et donc, si on attaque dans le vif du sujet, quel conseil, en fait, tu donnerais aux salariés qui hésitent à contacter soit le médecin, soit le psychologue du travail? Ah, euh, les personnes qui hésitent. Bon, la première chose, c'est que ce qui me semble important, c'est de pas rester seul avec sa souffrance. En fait, la souffrance, elle perdure, elle se développe souvent quand on reste avec soi-même, parce qu'on n'a plus d'espace à penser, on a de moins en moins de perspectives, toutes les solutions qu'on a tentées, elles fonctionnent plus. Et du coup, la souffrance va prendre de plus en plus de place, et ainsi que le stress chronique. Alors, quand j'entends psychologue du travail, tout de suite, je me dis en interne ou en externe. Si vous avez un psychologue du travail en interne, euh, il peut être de bons conseils. Il est censé être soumis à la confidentialité. Enfin, le code de déontologie, lui, impose la confidentialité. Mais c'est pas toujours le cas, donc je vous invite à le vérifier. Ou si vous vous sentez pas à l'aise ou pas à l'aise ou pas en confiance pour aller consulter quelqu'un en interne, vous pouvez toujours le faire en externe. Le psychologue du travail, il va vous permettre de vous que chacun se pose, de retrouver justement cet espace à penser, de faire le tri et il va évaluer aussi le degré de souffrance. Mhm. Donc, beaucoup de personnes ont peur d'aller chez le psy parce qu'elles ont peur, elles ont l'impression qu'elles vont mettre la main dans un engrenage, tu vois, et qu'elles vont plus pouvoir en ressortir. Mais il est possible d'aller une seule fois chez un psy et de discuter, de prendre la température. Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle me renvoie? De toute façon, la première séance, ça va être de définir les besoins, de faire un bilan.
de permettre de vous entendre. Et donc après, je sais pas si je dois dire la personne ou vous, tu vois, je parle à toi comme si c'était une personne. Et ensuite, la personne, elle peut décider de continuer le travail ou pas, ou de le continuer avec quelqu'un d'autre. Il faut vraiment se sentir libre. C'est pas parce que c'est un psy qu'il a une autorité sur vous ou votre vie. En fait, chacun est libre de son chemin. Et que ce soit le médecin du travail ou le psychologue du travail ou le médecin de famille, euh, l'idée est de prendre ces personnes comme des alliés avec chacun des points de vue de par leur expertise et que tout ça, ça va aider la personne à construire une pensée et donc à avancer. Il y a deux types de problématiques à traiter. La première problématique, c'est l'organisation du travail, ce qui est environ 70% des causes de mal-être au travail. Donc pour ça, euh, le psychologue du travail ou le manager peut vous aider à discuter de comment vous vous sentez. Il y a différents piliers, on en avait parlé, hein. Moi, avec l'organisation du travail, la prescription, mes relations avec les collègues, moi et mon travail, est-ce que j'arrive à faire du bon travail? Et mes ressources personnelles, est-ce que je suis bien suffisamment formée, etc. Donc voilà, globalement ces dimensions. Euh, Après, il y a aussi une partie de moi euh, qui fait que je vais être plus ou moins exposée à la souffrance. Mon degré de loyauté ou d'engagement dans le travail ou auprès de l'équipe, ma capacité à dire non, euh, ma capacité à accueillir mes émotions, à en faire quelque chose. Donc tout ça, ça se travaille également. Mais c'est important aussi de pas être dupe. Euh, Quand même, bien souvent, la personne qui est mal au travail, il y a une cause qui est organisationnelle et interne au travail. Et l'employeur, il a à veiller à ce que les conditions de travail soient bonnes pour que le salarié maintienne un bon niveau de santé au travail. En tout cas, le même que quand il est entré dans l'entreprise ou dans l'administration. Je sais pas si c'est clair ça. Oui, 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 c'est clair. Alors, si je résume les points que tu viens de partager, un, pas rester seul. Deux, tester le psychologue par une séance découverte pour voir si ça match. Trois, prendre soit le psychologue du travail, soit le médecin du travail, soit le médecin de famille comme un allié. Hmm. Quatre, réécouter les capsules précédentes où tu parles de l'organisation du travail et voir si dans les quatre pôles on est bien. 5, tu as parlé d'un petit peu de développement personnel, gestion des émotions. Tu as parlé aussi de savoir dire non, de savoir comment on est au niveau loyauté par rapport à l'organisation et l'équipe. Et je crois que j'en suis à 6. Euh, comment, les obligations aussi du côté de l'employeur par rapport au cadre du travail et qui doit être sain et porteur. Voilà. Et bien souvent, quand une personne vient me parler, elle va très bien elle va être capable de décrire la situation et vraiment très finement de décrire ce qui ne convient pas dans l'organisation du travail, ce qui est la cause de la souffrance. Par exemple, l'absence de management ou des procédures de travail trop contraignantes ou ne pas avoir suffisamment les moyens pour faire du bon travail ou des exigences émotionnelles trop fortes avec des usagers qui créent trop de violence. Et en même temps, euh, dans un deuxième temps, la personne, bien souvent, ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir, de culpabiliser ou de chercher chez elle ce qui ne va pas. Et cette culpabilité, voire cette honte, encore une fois, elle s'installe dans le silence. Et ce n'est pas parce que les autres collègues n'en parlent pas qu'ils ne vivent pas la même chose. Peut-être qu'ils vivent la même chose d'une autre manière. Voilà. Et donc, et ça, c'est pas parce que c'est répandu dans le monde du travail que c'est acceptable.
Il y a des pratiques actuellement qui sont très répandues et qui sont pas du tout acceptables. Voilà. Comme licencier quelqu'un par visioconférence, culpabiliser une personne parce que elle est appelée durant son congé et qu'elle ne veut pas se déplacer dans l'heure. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont encore très courantes. Et, euh, et là, tu vois, tu as commencé à nous donner un exemple par rapport à une personne qui serait venue te voir et qui avait trouvé, on va dire, le symptôme et l'origine, mais qui commençait à s'en vouloir. Comment ensuite tu, tu vas continuer à l'accompagner par rapport à une démarche pour l'aider, en fait? Enfin, voilà. Bah, il y a la question du sens. Nous sommes des êtres intelligents. Nous avons un cortex préfrontal très développé, qui est beaucoup plus développé que les singes. Et c'est ce qui fait que nous analysons, nous avons des capacités de mémoire, d'élaboration, etc. Quand je suis au travail, il y a quelque chose qui fait pas sens, que je comprends pas. Qu'on me demande de faire l'inverse de ce que je pense. Ou ce qu'on me demande de faire, c'est éthiquement pas acceptable. C'est-à-dire, exemple commercial, s'il veut remplir ses objectifs, il est obligé de manipuler et un peu arnaquer les gens, quoi, pour les amener à signer des choses. Bon, bah, tout ça, c'est de la souffrance. Et la personne, soit elle ne comprend pas, soit c'est contre ses valeurs. Et donc, après le travail, ou pendant le travail et après le travail, va se mettre en place tout un système de rumination. Et la personne va essayer de remettre du sens là où il n'y en a pas. Et donc, la deuxième étape aussi, c'est c'est lâcher ça. C'est-à-dire que des fois, on essaie d'expliquer des comportements qui sont pas acceptables. De mettre de la logique là, il n'y en a pas. Et l'important, c'est de lâcher ça, parce que c'est pour lâcher ça, essayer de trouver ça pour renoncer à sa culpabilité. Mm. Et l'idée, c'est de déplacer le questionnement. C'est de lâcher ça et de revenir à soi et dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Est-ce que cet environnement de travail-là, il est fait pour moi? Est-ce que les tâches que je fais, elles sont faites pour moi? Est-ce que les relations que j'ai avec mes collègues, c'est source de santé, ou pas? Et si ça va pas, c'est pas OK, eh ben je fais le deuil de ce lieu de travail ou de ce type de travail et je dépense mon énergie à en construire un autre projet. Et peu importe euh, enfin, qui a raison ou qui a tort, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je fais pour y répondre. Parce que peut-être que sur les 10, il y en a 8 qui seront super bien là-dedans et vous, vous faites partie des deux à qui ça va pas. Mais si ça va pas, ça va pas. Et vous voyez, au lieu de passer des années à essayer de faire pour que ça aille. Parce qu'il y en a, globalement, l'entreprise vous fait croire que c'est ça qui est la normalité et que vous, si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas normal. Par exemple, il y a des équipes où encore là, hier, je donnais une formation à des cadres. Il y avait un manager qui n'acceptait pas que son collaborateur ne déjeune pas avec l'équipe et que, ils ne veulent pas, passer des concours, évoluer. Alors que lui, il dit que, il n'a pas besoin de manger avec les autres à midi et qu'il est très bien dans son poste et qu'il n'a pas envie d'évolution, sachant qu'il travaille bien. Elle dit qu'il travaille très bien. Mais elle, dans sa conception, s'il mange pas avec les autres à midi, c'est qu'il a un problème. S'il veut pas évoluer, il va gâcher sa carrière. Et donc, elle est revenue au moins deux, trois fois en co-développement pour essayer de trouver une solution. Elle n'arrivait pas à accepter que ce professionnel, il avait ses propres besoins. Oui, oui. Non, il n'avait pas ses propres besoins, il avait les besoins de sa manager. C'est tout, c'est comme ça. Et ça, on peut,
Voilà, en fait, un manager, alors pathogène, c'est un peu exagéré, mais euh, on peut créer du stress ou de l'incompréhension chez le collaborateur parce que souvent, on essaye de répondre on imagine les besoins des autres comme les nôtres Mhm. parce que c'est bon pour moi, alors ça doit être bon pour les autres. Mais le plus important, c'est l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? De quoi il a besoin? L'autre, c'est un adulte, il est capable de savoir de quoi il a besoin. Et s'il n'a pas besoin de collectif tout au long de la journée, s'il a besoin d'être seul pour se ressourcer à certains moments de sa journée, eh ben, laissons-le prendre soin de ses besoins. Oui, ça c'est sûr. Là, en fait, ce que j'entends, c'est que la manager, elle était limite dans la position du sauveur, en disant, il faut vraiment que je le fasse évoluer, il faut Oui, vraiment que je raccroche à l'équipe. mais en fin de journée, ouais, c'est ça. Il y avait ça. Et puis en fin de journée, elle a aussi pris conscience elle venait d'un monde. Je crois que c'est dans ses premiers jobs, c'était un monde militaire, ou enfin, ou c'était un ministère comme ça. Il y a une forte cohésion Oui, au niveau de l'équipe. C'est comme chez les gendarmes où le lieu d'habitation est sur le lieu de travail, enfin, où il y a beaucoup de solidarité. Et donc, bah, ce modèle-là perdurait chez elle, mais il répond pas aux besoins de tout le monde. en effet, en effet. Et là, tu viens de nous donner des pistes pour commencer à évoluer. Et comment tu accompagnerais quelqu'un déjà par rapport à la quête de sens ou à retrouver du sens. Tu nous as partagé des outils déjà. Est-ce que tu as des ressources que tu recommanderais pour quelqu'un qui souhaiterait commencer à améliorer sa situation, mais de façon autonome? Alors justement là j'étais en train de regarder les personnes qui ont besoin un peu de se documenter ou les managers qui veulent être présents pour leur équipe. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'INRS. Mhm. Très là. Par exemple, bah tu vois le flyer? Ouais. Oui. Sur les 9 conseils pour agir au quotidien sur la prévention des RPS. Donc, Mhm. il y a des choses pratiques comme ça, notamment la charge de travail, l'autonomie, le soutien, la reconnaissance, le sens du travail. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, très concrètes. Euh, elle est où la pétale, là. Je recherche, j'avais préparé aussi la pétale, là. Ça aussi, c'est très connu. Ça, c'est des choses qui peuvent être affichées au travail aussi. Par contre, il faudrait que tu repartages ton écran. Oui, c'est noté. Voilà, merci. C'est ça. Donc, cette pétale, alors maintenant, on est dans la qualité de vie et des conditions de travail, mais il y a différents items. Mhm. La sociale, la santé, les compétences et le parcours professionnel, ben ça, c'est les ressources personnelles, le contenu du travail, l'égalité professionnelle, l'engagement, le management. Et donc, identifier déjà les items chez soi qui sont trop contraignants ou trop souffrants, ça donne déjà des clés de lecture et des pistes pour y remédier. Et ça peut aussi amener le professionnel à aller partager ça avec son manager. Parce que la santé au travail, préserver la santé au travail, c'est le rôle de l'entreprise ou de l'organisation du travail. Mais la loi dit aussi que le professionnel a une responsabilité dans la prévention de sa santé. Il a aussi à dire ce qui va pas et à être force de proposition. C'est tout à fait en fait la question que j'avais. C'est tu parles en fait du professionnel qui est responsable de sa santé. À quel moment en fait ce professionnel doit commencer à se poser des questions et doit. On Ouais. l'invite à prendre soin de lui. À quel moment? À quel seuil? Comment est-ce qu'il s'en rend compte? Le médecin traitant va l'aider à évaluer ça, mais déjà des choses très simples. La santé, c'est vraiment très très simple. Euh, les fondamentaux, le sommeil. Est-ce que j'ai une bonne qualité de sommeil? Est-ce que je me réveille plusieurs fois la nuit? Ou je m'endors tard ou je me lève de plus en plus tôt?
ou alors je passe une bonne nuit, j'ai l'impression, et je me réveille, je suis épuisée alors que j'ai dormi 8 heures. Bon, il y a quelque chose à aller voir. Et après, il y a des modifications, soit des modifications au niveau alimentaire, qui sont des conséquences du stress chronique. D'ailleurs, j'ai ça. Je fais une petite image qui est très sympa sur le stress chronique. Mhm. Les effets du stress chronique. C'est une infographie de l'INRS. Ouais, chouette, je l'ai retrouvée. C'est pas celle à laquelle je pensais, mais il y en a plusieurs types. Voilà. Donc en fait, le stress chronique, il amène plein d'effets comme la perte des cheveux, des douleurs musculaires, parce qu'en fait, le stress nous amène à tendre tout notre corps. Euh, le système digestif, comme on sécrète beaucoup de cortisol, le cortisol à haute dose amène ça, la perte des cheveux, les troubles digestifs, l'affaiblissement du système immunitaire. Par exemple, alors je parle pas, on parlait de la grippe tout à l'heure, je parle pas de la grippe cette année qui est quand même hyper pénible, mais si vous êtes rarement malade ou vous avez un rhume et vous mettez un mois pour vous en remettre, voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Euh, Comme ça joue aussi sur l'alimentation, ça peut jouer sur le poids. Mhm. Le cœur, le stress chronique amène des palpitations. Nous avons une explosion des maladies cardiovasculaires en France et c'est documenté que c'est attribué au stress chronique. Euh, les poumons et le cerveau. Alors, le cortisol aussi, à un moment donné, il va polluer notre cortex préfrontal. Le cerveau émotionnel va prendre aussi beaucoup de place, les émotions. Et du coup, je vais avoir du mal à réfléchir, à me concentrer, euh, je vais avoir des pertes de mémoire, des troubles de l'humeur, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Un gros problème de mémorisation. Je me souviens que je prenais plein de notes pour éviter d'oublier. Mm. Et, euh, et, et juste, j'ajouterais du cynisme. Oui, bah Qui, alors ça fait ouais, partie de effectivement, au niveau émotionnel, il y a des changements émotionnels, alors du repli sur soi ou de l'agressivité. Et le cynisme est aussi associé à une perte d'espoir. J'ai essayé, j'ai essayé de chercher plein de solutions. C'est ce que je disais, le cerveau, il veut comprendre. Et puis, toutes mes tentatives sont inefficaces. J'ai essayé de parler à mon manager, j'ai essayé d'évoluer dans mon travail. Euh, j'ai essayé de me dire que c'était un boulot alimentaire et que voilà, j'en avais rien à faire. Je me suis isolée de mes collègues pour plus avoir de conflits avec eux. Enfin voilà, et au final, ça va m'amener dans l'agressivité et le cynisme en fait partie, ouais. oui, Ou le mutisme, hein. oui, les gens qui restent complètement isolés et puis qui étaient toujours là pour donner leur avis et puis en fait, on les entend plus. Et oui, oui, oui. J'ai vu ce cas-là aussi. Euh, Par rapport à toutes les questions que je t'ai posées sur ces trois capsules, est-ce que tu penses qu'on est passé à côté de quelque chose? Non, vraiment insister sur le fait de pas rester seul, de verbaliser tout ça et de rester actif dans sa situation. Et que si la situation elle est trop pourrie, c'est faire le deuil du fait que oui, peut-être que c'est pas acceptable ce qu'on me fait ou ce que je vis, peut-être que c'est pas juste, mais je vais partir. Et si je vais partir, c'est pas une défaite, un échec par rapport aux autres personnes ou par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, c'est juste une réorganisation de mes priorités ou de mon projet professionnel pour préserver ma santé. En fait, c'est je fais le choix de ma santé
et que je quitte ce lieu pour préserver ma santé. Vraiment faire ce deuil-là et pas perdre non plus trop de temps. Les personnes qui arrivent au burn-out, c'est elles sont dans le déni. Elles pensent qu'elles vont quand même y arriver, elles veulent prouver qu'elles ont raison. Euh, et souvent, les personnes qui ont déjà eu des gros vécus, ça va être les candidats où vont être encore plus résistants au mauvais comportement des autres, etc. Ou les loyautés, les engagements, les personnes qui veulent pas, les bons professionnels, quoi. Et c'est ça, en fait. Les professionnels investis, c'est ceux qui lâcheront pas. Oui, parce que de toute manière, le mur, on le voit arriver. Mais on se dit, mais non, je peux y arriver. Je suis plus fort. Hmm. J'y vais, ça va aller. C'est ça. Les autres, ils peuvent faire que 5 dossiers, et moi j'en ai 10, mais ça va le faire. Je vais y arriver. Pas de problème. Oui, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Angie, par rapport à tous ces partages, par rapport à, voilà, ce que tu nous as projeté, aux pistes vers l'INRS notamment. C'était vraiment des capsules très intéressantes, au moins pour moi, et j'espère pour plein d'autres personnes. Et si ces personnes veulent te contacter, elles font comment? Alors, il y a mon site ngbuono.com. Mhm. Je suis sur les réseaux aussi, LinkedIn ou Facebook. Voilà, oui, vous me trouverez facilement sur le net. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une belle continuation et au plaisir de rééchanger ensemble sur d'autres sujets passionnants. Merci Catherine, à bientôt. À bientôt, au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.